Je devrais retrouver nombreux en train de nous suivre à Buzz 7 nouveau numéro. Bienvenue. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir pour ces numéros sénateur Jérôme Numbika Bangé. Il nous fait l'honneur de répondre à quelques questions dans ces magazines. Cher Jérôme, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avec vous, on aborde beaucoup de questions politiques, beaucoup plus l'actualité. Nous avons d'abord les deuils qui a secoué le pasteur Marcelo Tounassi, Mama Blanche, que ton âme repose en paix. On est africain, beaucoup des autorités ont fait des déplacements pour accompagner le pasteur Marcelo. Votre avis, cher Jérôme? Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Je trouve que je vais d'abord m'excuser pour la voix qui est cassée avec la grippe dans cette ville de Kinshasa pour dire qu'il est un peu à la une. Très bien. Bon, revenant sur le décès, je dirais un peu de notre maman. À la femme au pasteur Marcelo qui n'est pas présenté, nous tous ceux qui nous intéressons plus sur les réseaux sociaux, nous bénéficions chaque fois de ses prédications et de ses conseils. C'est pourquoi nous tenons tous à présenter d'abord nos condoléances en tant que Bantou, mais surtout c'est aussi une leçon pour nous qui sommes restés vivants de continuer à avoir foi en Jésus-Christ, mais surtout à vivre en harmonie avec nos citoyens, nos voisins, nos frères, parce qu'on ne sait jamais. Si nous voyons tout le monde qui part un peu partager ses douleurs avec les pasteurs Marcelo. Nous avons vu le président de la République et quelques autorités, Vital Kamere, nous avons vu la première ministre Souminois, on a vu beaucoup de gens qui ont pris part à ces tristes drames. Oui, je crois que bon, par rapport à l'aura d'abord du pasteur Marcelo qui n'est pas présenté, non seulement l'aura, je pense que moi je l'ai jamais fréquenté, certes, mais je pense qu'il y a certains témoignages qui sont normalement les bons témoignages qu'il garde, non seulement de la défunte, mais surtout de son mari, et c'est par rapport à son comportement, ou soit au comportement du couple qui fait assez que les gens partage avec eux ensemble ces moments de douleur, ou sinon si vous êtes un peu mal réputé ayant un caractère qui n'est pas digérable par les autres, comme on le dit dans les jargons quinois, on vous dira l'ambalia tokoyate. Oui, donc cela prouve à suffisance que les pasteurs Marcelo étaient en bon terme avec tout le monde, bien qu'il y ait des polémiques autour. Oui, c'est un humain, il ne peut pas être, il n'est pas parfait. Mais le nécessaire est d'être un peu quand même, je dirais, pas dans l'extrême, mais surtout modéré. Et je trouve que par rapport à ça, il a une grande part quand même de cet humanisme en lui qui fait assez que les gens puissent un peu partager avec lui cette douleur. Mais il y a également une question qui revient et que ces derniers temps, les hommes de Dieu ne cessent de partir. Est-ce qu'il y a un mystère ou quelque chose qui annonce un événement ici devant? Parce que nous avons perdu le pasteur Barouti qui n'est plus également présenté dans la ville. Il a beaucoup prié pour le pays et pour nous les citoyens. Nous ne pouvons que présenter nos condoléances les plus attristes. Selon vous, c'est normal, la mort peut arriver, mais il faut tenir comme vous étiez en train de consoler le pasteur Marcelo. Oui, la mort, elle est d'abord naturelle, ça on ne peut pas s'en passer. C'est la loi de la nature et c'est Dieu qui en a décidé, qui en décide ainsi. Dans sa souveraineté, personne ne peut aller les juger et lui demander pourquoi ça s'est arrivé. Mais bien que pour nous, dans la communauté africaine, pour nous qui sommes bantous, nous avons aussi parfois notre entendement de la mort. Bon, parfois on n'aimerait pas que la personne décède à un moment donné là parce qu'on avait encore besoin d'elle. C'est un peu ça, mais devant Dieu, en tout cas, il n'y a pas à faire un jugement que ce soit. Il n'y a que lui seul qui juge et lui seul qui décide. Il n'a ni conseiller, ni directeur de cabinet, ni qui que ce soit. Il décide de lui-même et c'est tout. En tant que chrétien, moi je trouve que la mort elle est naturelle. Et il n'y a pas où chercher des sourcils à gauche, non, à non. droite, Ça, pour blâmer qui que ce soit.
Ça, la mort, elle est naturelle. Bien que on connaît que le mal aussi existe, mais la mort, elle est d'abord naturelle. Merci beaucoup, Monsieur Jérôme. On revient à la politique comme d'habitude. Le gouvernement est sorti, le gouvernement est investi. Alors, la taille, d'abord, c'est bon, la monture. Oui, selon la monture de l'équipe gouvernementale, je pense que oui. Les entrants et les sortants, vous pensez que la combinaison peut apporter quelque chose d'espoir? Ça, on ne peut pas quand même rester indifférent. On a tous entendu que ça a créé quand même quelques polémiques. Ça a créé quelques polémiques, oui, bon, par rapport aux entrants, aux sortants, mais aussi la taille. Surtout qu'il y a toujours des discours tout autour de... comment dire, nos institutions qui sont budgétivores, la capacité à réduire un peu la taille du gouvernement, mais tous, bon, l'important, moi, je trouve que ce n'est pas dans sa capacité, par rapport à sa taille, oui, quantité, ou la quantité, ou le nombre de ministres que ce soit, oui, bon, à un certain moment, on ne peut pas aussi exagérer, mais ce que nous voulons, c'est la qualité du travail, ce qui nous importe. La taille, oui, bon, on aimerait aussi avoir un gouvernement où les institutions qui ne soient pas budgétivores, c'est important, mais surtout, ce qui nous importe, c'est la qualité que produiront tous ces ministres qui entourent notre maman Souminoua, mais surtout qui accompagneront les chefs de l'État pendant ce quinquennat. Et puis, il y a également, après avoir investi, le gouvernement Toulouka ou Souminoua, alors il y a beaucoup de défis, vous vivez dans le milieu des jeunes et beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Quelles sont les lignes rouges que vous pensez que ça doit beaucoup préoccuper le président de la République qui vient de mettre en place son pouvoir exécutif? D'accord. Oui, d'ailleurs, j'ai suivi ce jour-là avec intérêt l'investiture du gouvernement par notre Assemblée nationale. On va également y revenir. Allez-y d'abord. J'ai suivi le gouvernement, mais surtout par rapport à certaines lignes rouges, comme vous le dites, cela n'est pas peut-être franchir. Bon, tout le monde le décrit. Moi, je crois l'important serait de rester concentré sur ce qu'ils ont établi comme programme du gouvernement par rapport aux 6 piliers que la Première ministre nous a présentés ces jours-là et surtout parmi ces 6 piliers, si je peux le dire ainsi, il y a 3 piliers ou 4 comme ça, en tout cas, sur lesquels je me suis un peu intéressé, notamment la création d'emplois, mais aussi la sécurisation du pouvoir d'achat en stabilisant la monnaie sur les taux d'échange. Il y a aussi l'aménagement du territoire, mais surtout, moi, la question que je trouve très prioritaire, c'est la question de sécurité de la population et de l'air bien, parce que sans sécurité, on ne parlera pas de l'emploi, ni même pas du développement. Parce que vous avez parlé de la sécurité nationale. Depuis pratiquement 6 mois, on n'en parle plus. Hein. On dirait Kagame ne fait plus rien, nous ne sommes plus agressés, on est concentré au gouvernement. Et puis, pendant ce temps-là, nos FARDC sont en train de combattre et faire un bon travail de ce côté-là, accompagné aux côtés, bien sûr, de Ouazalendo. Oui, c'est ici d'abord l'occasion de féliciter nos vaillants soldats pour quand même les efforts qu'ils ne cessent de consentir pour mettre hors d'état de nuire notre ennemi commun, qui est le Rwanda, qu'on ne peut pas s'en cacher. C'est le Rwanda qui nous agresse depuis des années et pratiquement il est déterminé dans sa politique d'agression. Mais ce qui est, comme vous le dites, après, il y a au moins 6 mois qu'il y avait, on sentait que la médiatisation n'était plus un peu, et la sensibilisation n'était plus un peu à la hauteur. Et là, nous espérons qu'avec l'investiture du nouveau gouvernement, et surtout qu'ils ont déjà fait des remises et reprises, nous aimerions qu'ils travaillent un peu trop sur ça pour que nos compatriotes, nos frères, nos mamans, nos soeurs qui sont tout le temps, je dirais, dérangés ou tués pratiquement du côté de l'Est soient un peu mis en sécurité, mais surtout, non pas que à l'Est, à Kwamout, mais surtout avec cette milice de Mobondo aussi qu'on aimerait qu'elle soit un peu mise hors d'état de nuire. Pourquoi pas dans d'autres provinces où il y a quand même quelques poches de problèmes liés à la sécurité. Ça,
Je pense que le gouvernement en est conscient et ils travailleront sur ça pour que la population puisse un peu vaquer librement à ses occupations. Beaucoup disaient peut-être le président de la République est peut-être fatigué, il attend que le gouvernement soit mis en place, que le Parlement soit mis en place pour qu'on déclenche des actions à grande envergure pour mettre hors d'état, état de nuire comme vous étiez en train de le dire. Je voudrais qu'on essaie un peu d'aborder cette question. Parmi les priorités, vous avez dit qu'on ne peut pas vivre sans la sécurité pour créer des emplois, pour stabiliser notre monnaie, pour tout ce que nous avons complié. La première priorité de toutes les priorités, c'est d'abord la sécurité. Mais nous avons un problème, sénateur. Le problème est que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas agressés seulement par le Rwanda, mais il y a nos voisins et d'autres, la communauté internationale également, qui jusqu'aujourd'hui semblent faire semblant, permettez-moi les termes, faire semblant ou être indifférent par rapport à l'agression malgré les efforts visible du président de la République. Bon, moi, je trouve que ça ne date pas d'aujourd'hui, l'attitude de la communauté internationale, et ça ne doit pas être une nouveauté pour un Congolais réfléchi ou un Congolais, je dirais, averti. Non, non, parce que cette même communauté internationale, on l'a vu plusieurs fois un peu rester silencieuse par rapport à ce qui se passe à l'Est, que ce soit tout autour, ou ce qui se passe avec tous nos voisins qui ont tendance à venir chercher, je ne sais pas moi, quoi que ce soit chez nous. Mais l'important serait aussi notre capacité d'abord sur le plan national à rester soudés, notre capacité à rester conciliés, notre capacité à avoir un même langage. Bien sûr, ce n'est pas la question de sécurité. Certes, cela c'est dans les priorités d'abord du gouvernement ou dans les attributions du gouvernement. C'était d'ailleurs ma question. Qui incombe la responsabilité d'amener le pays à tout ce que vous êtes en train de dire? Moi, certes, c'est dans les attributions du gouvernement, mais cela n'empêcherait pas à nous, populations que nous sommes, d'accompagner notre gouvernement ou notre pays, mais surtout à tous les niveaux que ça soit, mais même pas des dénonciations, s'il faut le dire, mais aussi d'autres efforts qui pourraient aussi aider le gouvernement à trancher définitivement cette question un peu de sécurité. Parce que dire que ça revient au gouvernement seul, c'est comme si nous vivons dans deux pays. Il y a le pays du gouvernement et le pays de la population lambda. Or, tous nous sommes dans un seul pays. Et ces pays-là, je m'excuse, si ce n'est pas avec ces gouvernements, et ces pays vivra pas. Donc, à l'éternité, le Congo restera toujours Congo. Congo avec moi ou sans moi, il reste Congo. C'est pourquoi ça doit être d'abord, aussi sur le plan de la conscience collective, une affaire qui doit nous concerner tous, mais aussi le gouvernement en soi doit se doter de moyens, doit se doter de certaines possibilités qui doivent être à la taille du danger ou à la taille du défi qui est celui de l'insécurité dans l'est du pays, mais surtout dans d'autres coins où on trouve les mêmes fléaux. Ça serait mieux. On ne se sentirait pas congolais seulement qu'en étant soit à Kinshasa ou à Lubumbashi, mais ce serait mieux aussi de se sentir congolais en étant à Goma, en étant à Kwamouts, en étant dans d'autres contrées de la République où il y a nos compatriotes. Je pense que cette capacité à ressentir la même douleur avec nos compatriotes qui vivent dans des zones où il y a des tumultes, où il y a des problèmes de sécurité, c'est ça même la conscience collective qui peut nous amener tous soit à proposer ce qui peut être fait pour que nous puissions voir un jour notre pays dépasser ces chapitres de dénonciation à chaque fois de l'insécurité, mais surtout commencer à conjuguer plus les verbes et les mots qui ont caractère au développement et évoluer. Merci beaucoup. On revient par rapport au premier pilier que vous avez parlé, création d'emplois. Est-ce un défi majeur pour les gouvernements soumis? Moi, je pense que ça doit l'être, parce que
Je suis ici à Kinshasa, certes, je vois comment il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de jeunes qui se débrouillent. À Lubumbashi, n'en parlons pas, partout ailleurs dans notre pays. Je trouve que cette création d'emplois va aider aussi les jeunes à se stabiliser. Aujourd'hui, c'est un fléau qui met à mal même la stabilité de la vie par rapport à la jeunesse. Parce que la jeunesse est appelée. Il y a des fois, nous sommes en train d'étudier, on arrive à un moment là, on ne travaille pas. Donc, c'est comme qui dirait, les parents ont investi pour ne rien récupérer. Okay. Et vous arrivez à un âge où même vous marier devient impossible. Non pas parce que vous ne voulez pas vous marier, mais parce que vous n'avez pas de moyens. Et des fois, les jeunes sont obligés de pratiquer certaines habitudes qui ne sont pas conformes à la loi, comme nous le vivons ici à Kinshasa, et les colonnes et consorts, bien que ça ne doit pas être une excuse pour avoir ce genre de comportement. Je pense que le gouvernement doit prendre cette question au sérieux, mais surtout donner aux jeunes un emploi, et surtout, ce n'est pas seulement donner aux jeunes l'emploi, mais c'est aussi soutenir notre pays, parce que cette production au niveau interne, elle aura quand même des impacts qui seront positifs par rapport à notre évolution. Je pense que dans ce sens-là, ça serait mieux et c'est aussi souhaitable comme ça. Alors, la vie chère sur le marché, tout est... donc, sur le marché, tout ce qu'il y a comme aliments de base, c'est très cher. Vous pensez que le gouvernement doit d'abord commencer par là pour essayer un peu de se pencher sur la question le peuple d'abord? Oui, par rapport au slogan dont vous parlez déjà du peuple d'abord, je pense que le slogan en soi devait être une lettre motive pour le gouvernement en place. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet tabou. Nous connaissons tous comment la vie est totalement compliquée ces derniers temps par rapport aux prix qui sont en train de galoper du jour le jour. Et je crois que en lisant les piliers du gouvernement, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a quelques piliers qui m'ont intéressé, parce que si vous entrez dans le pilier et vous lisez le premier pilier, je crois, de la création de l'emploi et consort, il y a cette... je crois, cette pensée-là de la stabilisation du taux d'échange sur les marchés, et je pense que ça ne doit pas être juste un slogan ou une phrase cochée dans un programme, mais ça doit être au moins une pratique, ça doit être du pragmatisme. Donc on doit le vivre réellement pour que au moins la population que nous sommes, nous ayons au moins cette possibilité-là de nous payer à manger, de nous vêtir et de vivre quand même à la limite de ce qui peut être acceptable. Je trouve que ça doit être toujours, on sait que dans notre pays, tout est prioritaire, mais pour l'instant, tout le monde en parle dans la rue et partout, et même nous autres ici, nos femmes partent au marché, et nous savons tous, nous les ressentons, parce que nous ressentons un peu cette hausse des prix sur les marchés, et je trouve que le gouvernement doit veiller à ça, et doit beaucoup, surtout ça doit être, ça ne doit pas, je ne pense pas que ça serait mieux que ça prenne plus de temps, sinon nous serons encore découragés ou déçus du gouvernement. C'est pourquoi, parce que quand on attendait ce gouvernement, c'est aussi par rapport à ça. Sûrement. C'est un peu ça. Ok. Jérôme Numbi Kabange, entrepreneur, analyste politique, vous nous faites l'honneur de répondre à nos questions. Alors, les erreurs à éviter, parce qu'on a beaucoup critiqué le gouvernement Samalou Condé 1, Samalou Condé 2, aujourd'hui le gouvernement de Madame Souminois. Quelles sont les erreurs que vous ne voulez pas revoir? Parce que le chef de l'État l'avait dit, il faut corriger les erreurs du passé. Oui, merci. Moi, même si je ne suis pas dans le secret du président de la République, je présume peut-être qu'en disant, quand le président avait prononcé cette phrase, je suppose que la première idée à laquelle
il avait voulu faire face, c'était d'abord cette chanson plutôt de corruption qui ne cesse un peu de nous tourmenter parce que le terme corruption devient pour nous, on dirait comme, je sais pas moi, une monnaie courante ou comme quelqu'un qui serait au milieu des moustiques en train de crier à l'oreille, c'est un peu ça. Okay. C'est pourquoi moi je trouve que ce que peut-être je pourrais demander à mon humble avis au gouvernement actuel, c'est éviter le laxisme, mais surtout gérer un peu d'une manière, je dirais, responsable, transparente, responsable, et nous éviter au moins cette chanson ici de corruption. Et si cette chanson se prenait fin, c'est beaucoup dans quel secteur? Parce que quand on parle moi je trouve que c'est beaucoup plus ceux qui font les affaires ou même à l'école, à l'université, dans des bureaux. Dans quel secteur où vous pensez que là c'est compliqué, même voir aujourd'hui pour que les investisseurs viennent au pays, il y a toujours des manœuvres dues à il faut me donner autant pour que tu puisses avoir autant. Tout ça, ça freine le développement. Moi je pense que la corruption en soi, elle est à nous comme, je dirais, une partie du Congolais. Parce que quand nous décrions la corruption, aujourd'hui certes c'est mieux qu'on critique ceux-là qui gèrent, c'est bien bon. C'est pourquoi même en demandant au gouvernement actuel, c'est de ne pas faire ce que les autres ont fait ou ce qu'ils ont. Parce qu'il y en a peut-être aujourd'hui qui sont dans le gouvernement pendant qu'on les suivait en longueur de journée sur les télévisions en train de critiquer les autres qui ont été présumés détourneurs. Alors c'est pourquoi l'important par rapport au gouvernement, quand on parle de la corruption, bon, je trouve qu'eux, ils sont plus pour nous comme des modèles. Lorsque quelqu'un est sélectionné comme gouvernant, il doit avoir certains principes, il doit avoir une certaine... Vous aimez beaucoup dire homme d'État. Oui, il doit avoir une certaine crédibilité, mais surtout avoir certains atouts, il doit se dépasser parce qu'il ne se sert plus, mais il sert plutôt la République. Et quand ceux-là que nous sommes censés copier ou qui doivent être pour nous des modèles, l'élite un peu de la classe politique et de la jeunesse congolaise ou de la société congolaise. Les modèles de la bonne gouvernance. Ceux-là qui devaient être pour nous des modèles sont chaque fois cités dans des corruptions par-ci par-là. Vous sentez que ça n'honore pas. Et qu'est-ce que la jeunesse va copier? Nous risquons aussi de copier que ce qu'eux font. C'est pourquoi ce serait mieux que cela d'abord soit travailler sur le plan mental et se rendre compte qu'on ne se sert pas, on sert la République. Et en servant la République, il y a plusieurs jeunes, plusieurs familles, plusieurs élèves, étudiants et consorts qui sont en train de suivre de près les agissements de nos autorités. Oui. Et puis, il n'y a pas seulement la corruption, il y a aussi les détournements qu'on observait durant le gouvernement passé. Est-ce que c'est parmi les défis à relever par Madame Soumino? On ne peut pas, dans ces pays, je crois, on ne peut pas, si on parle de la corruption, carrément sa jumelle ou son jumeau, c'est le détournement. Donc c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Et c'est pourquoi en parlant de la corruption, donc on a entendu plus de détournements. C'était au moins, bon, à chaque fois qu'il ne s'est passé plus 1 mois, 2 mois, 3 mois que quelqu'un pouvait détourner des millions pendant qu'il y avait nos frères parfois qui n'ont pas de l'eau, une eau potable à boire, parfois que dans nos villes, surtout pour nous qui venons des provinces, parfois on a des problèmes de courant, on a des problèmes de routes, et ce sont tous ces millions là et tous ces milliards qui sont détournés à longueur de journée, je m'excuse, qui devraient nous aider à au moins nous servir ou nous aider à résoudre tant soit peu les problèmes que nous rencontrons sur le plan national et par rapport au développement du pays. Donc on ne peut pas épargner les camps. D'abord, et la corruption et le détournement, je crois que c'est dans une même assiette. Tous ces deux mots sont donc c'est deux têtes dans un seul chapeau. Et ce sont des antivaleurs qu'il faut à tout prix condamner, qu'on ne doit pas prendre comme, je dirais, comme un mode de vie. Alors, il y a le nouveau ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui apparaît un peu très
Très vif. Il est Ouais. déterminé à mettre de côté tout ce qu'il y a comme antivaleur. Comment vous voyez sa motivation? Au-delà des discours, parce que vous l'avez dit, il faut passer aux actions. Non, bon, nous les suivons nous tous et nous félicitations d'abord à lui Il vous pour fait rêver. sa Un Congo. nomination et son investiture. Et sa nomination, c'est bien bon parce que bon, les ambitions, les mots, les gestes ne suffisent pas. Ce que Ok. nous voulons, ce sont Les des actions. actions. Et lui étant jeune, comme nous le sommes aussi, nous pensons qu'il ne va pas nous... Quand même, il va Nous pas nous, vendre les vents. il va pas nous vendre les vents comme pour prêter vos mots. Oui. Et nous voulons que ce qu'il déjà ce qu'il donne comme impression soit au moins vécu dans la pratique ou dans la vie du Congolais, que ça ne se limite pas par les caméras ou je dirais peut-être les impressions. Non, non, on n'a pas besoin d'impressions, mais on a plus besoin des actions qui peuvent nous aider à bien diligenter ou à bien plutôt diriger la société et surtout à contrer ceux-là qui ont des intentions malveillantes par rapport au détournement et à la corruption. S'il joue sur ces deux mots-là ou sur ces terrains-là, nous lui donnons toutes les chances possibles pour qu'il réussisse parce que cela, c'est notre prière. Nous voulons vivre dans une société où il n'y a pas de corruption, où il n'y a pas de détournement et ça serait avantageux pour la République, mais surtout pour toute la population. Et lui, en tant que ministre de Justice, au-delà de tout ça, il trouve une justice quasi malade, comme le disait autrefois le président de la République. Oui, oui, bon, la justice quasi malade, comme l'avait dit l'autre fois le chef de l'État. Et moi, je trouve qu'il connaît ses défis. Il connaît ce qu'il doit faire comme travail. À l'énormément là-bas, je pense que le chef de l'État compte sur lui. Ce n'est pas juste pour la beauté ou la décoration du gouvernement, non, non. Ça doit être plus pour un résultat probant qui doit au moins mettre d'accord, je crois, même si ce n'est pas tout le monde, mais même 50% de la population, parce que nous tous, nous avons besoin d'une justice équitable, une justice des pauvres qui ne tient pas compte des moyens, une justice distributive, une justice qui n'est pas entachée du clientélisme ou du favoritisme. Et comme on le dit, c'est la justice qui élève une nation. Et nous aimerions que ça soit cette justice-là qui doit nous élever, mais surtout qui doit nous rendre tous responsables devant nos faits et actes, mais pas par procuration parce que tel est l'enfant de l'autre et eux. Ça, c'est pas une bonne société, surtout en plein 21e siècle pendant... Merci beaucoup, cher Jérôme Numbi Kabange. On quitte les gouvernements ou la primature. Quand même, avant de passer, l'équipe inspire confiance. Moi, je pense que... Bien qu'il y ait quand même des permutations. Oui, il y a eu des permutations, il y a eu des maniements, il y a eu des entrées et des sorties. Moi, je pense qu'on ne peut pas les juger ou les évaluer si tôt. On ne peut pas être prophète de malheur pour dire que non, non, ils ne vont rien faire. Je crois que dans la vie, tout le monde mérite sa chance. Ils sont là. Ils savent, c'est pourquoi ils sont là. Je crois que le chef de l'État, en les nommant, chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire comme mission qui lui est confiée et ils savent nos attentes. Mais l'important, ce n'est pas seulement de le savoir et de faire des discours, mais c'est de travailler parce que je dirais bien, on a été déçus par le gouvernement des Warriors et malheureusement, qui nous ont laissé seulement dans les slogans Warriors qui est devenu trop vide et on ne sait même pas cette guerre-là. Bon, en étant Warriors guerriers, ils nous ont laissé sur les marchés peut-être la hausse du prix et tout ce qui va avec. Bon. Ces guerriers, ils sont partis et ils ont perdu la bataille. Ok, très bien. Ils sont partis en perdant, bien sûr, la bataille. On prend la dernière thématique, c'est l'Assemblée nationale. Clôturée par Vital Kamerhe, mais des polémiques continuent autour de ce qui aurait les émoluments qui toucheraient le député. Est-ce que nos députés ne méritent pas mieux?
Bon, je dirais, ne pas ou mériter ou ne pas mériter, mieux, ça dépend. Ils méritent ce qu'ils doivent avoir par rapport au travail qu'ils doivent faire. Et comme on le dit, chaque travail mérite un salaire. Alors, on ne peut pas aussi avoir une exagération dans son salaire par rapport aux capacités, soit par rapport à la production. Moi aussi j'ai suivi comme tout le monde dans la télé, le président de l'Assemblée nationale, Excellence M. Vital Kamerhe Lwakanyingi qui nous parlait de 5 000 $ qui sera fixé désormais comme le montant qui est devenu le salaire officiel. Avec tout ce qu'il y a comme avantage. Et il a dit avec tout ce qu'il y a comme avantage. Bon, nous savons que dans ces pays, lorsqu'on se porte responsable à faire ce genre de déclarations à la télévision, on présume que c'est ce qu'il y a. Mais en lisant déjà le programme aussi, j'ai lu un peu le rapport de l'ODEP, si je ne m'abuse, qui semblait contredire le président de l'Assemblée nationale et qui a donné aussi ces chiffres avec certains détails. Et moi, bon, j'ai fait confiance un peu au président de l'Assemblée nationale. Il a quand même cette présomption de ma confiance, tout en sachant que c'est une autre institution. Oui, peut-être que ce serait les 5 000 $, bien que je n'ai pas encore vérifié. Et puis, quand vous suivez Vital Kamerhe, il met en garde tout celui qui alimenterait ces débats dans le mauvais sens pour nuire l'institution. Bon. En les suivant, certes, parce qu'en les disant d'ailleurs, l'ami quiconque a défi, que c'est lui qui pense que ce qu'il a dit n'était pas vrai, bon, il n'a qu'à mener, il peut apporter des preuves. C'est pourquoi je vous ai dit, il a quand même cette présomption de ma confiance du fait que il a dit tout haut, et c'était lors d'une plénière. Alors je pense que en les disant, il était conséquent, et je pense que les éléments qu'il y a l'approuve aussi. Et ce que nous voulons, l'important aussi, ce n'est pas seulement le débat tout autour un peu du salaire, mais c'est surtout aussi la qualité, la qualité du travail que nos députés doivent mener, parce que, bon, pour le dire vrai quand même, on a vu comment ça s'est passé pour le quinquennat, un peu passé du chef de l'État. Bon, certes, on est tous Congolais, parfois on a senti qu'il y avait un certain, je dirais, il y avait un peu de laxisme, une complaisance, s'il faut le dire, merci pour le terme, tout en sachant que le Parlement ou l'Assemblée nationale étant là-bas, c'est lui le contrôleur du gouvernement et de l'action du gouvernement. Ce que nous aimerions, c'est de voir l'Assemblée nationale se mettre dans ses obligations, dans ses attributions régaliennes qui lui sont reconnues, tout en évitant une certaine complaisance et faire son boulot. Et vous pensez que Vital Kamerhe est l'homme qu'il faut? Oui, ça je n'en douterai pas quand même. C'est le président Vital Kamerhe, bon, ce n'est pas sa première fois, mais pour quand même ses précédentes prestations, on avait senti quand même que c'est l'homme qui maîtrisait un peu ses postes et qui maîtrise un peu ces méandres-là. Alors c'est pourquoi nous lui faisons confiance et nous voudrions voir une autre... ma question, qu'est-ce que vous attendez de ces nouveaux parlements? Nous voudrions voir une autre façon, une autre facette d'une Assemblée nationale qui fait totalement son boulot. Qui donne les goûts des... Donc une Assemblée nationale qui doit faire rêver. Et qui doit nous rendre très fiers. Quand nous la voyons, nous sentons que le gouvernement fait sa part et l'Assemblée aussi fait sa part. C'est ce qui sera important. Ce qu'on n'aimerait pas, c'est de voir peut-être gouvernement et Assemblée en quelque sorte des potes. On n'est pas dans un domaine de potes ou des amis, non, mais c'est plutôt au service du peuple, et celui qui ne mérite pas, celui qui n'est pas capable d'assumer les fonctions ou soit à servir bien la population, parce que pour dire d'abord, pour eux, ils nous servent nous. Ils sont à notre service, nous sommes leurs patrons. Donc, parce que les députés, c'est nous qui les avons élus.
Oui, oui. Les députés, c'est nous qui les avons élus. Et le gouvernement étant l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc, tout le monde est au service du peuple que nous sommes. Et ils savent qu'est-ce que le peuple attend du gouvernement. L'Assemblée est au courant parce que chaque député a sa base et il connaît quelles sont les difficultés qui sont liées à sa base. Et c'est dans ce sens-là que nous aimerions un peu voir notre Assemblée qui doit se mettre chaque fois au contrôle de l'action du gouvernement et qui doit nous donner un peu un travail de qualité. C'est ce que nous fera. Réformes au-delà de contrôler, il y a des oui, il y a certaines réformes. Beaucoup de problèmes qui doivent être... on doit trouver les textes qu'il faut. Vous avez déjà au début parlé de l'application de certaines des lois d'abord que nous avons dans beaucoup de secteurs. Le problème des réformes, c'est important aussi, comme vous le dites, c'est que ça vienne... Est-ce que vous pensez que nous en avons déjà au gouvernement? Mais moi, particulièrement, pour ce qui est de ma part, bon, les lois que nous avons, en tout cas, je peux même dire qu'elles nous suffisent. Mais l'important, c'est que l'applicabilité d'abord des lois que nous avons. Ce n'est pas le nombre de lois qui importe. Qui peut développer ou rendre un pays... Non, mais la capacité d'abord à appliquer les lois que nous avons là. Parce que c'est en appliquant celles que nous avons que nous constaterons certaines limites pour que nous puissions aussi étudier la faisabilité d'en améliorer ou d'en rajouter. Mais si celles d'abord que nous avons là, nous ne savons pas les appliquer, et nous ne savons pas les mettre en pratique. Moi, je trouve que même si on en produisait autant de milliers ou des milliers de lois sans pratique... Qui incombe la grande majorité? Parce qu'il faut qu'on sente... Mais il y a aussi une chose, M. Jérôme. Le problème, c'est que quand on applique la loi, on crie à l'acharnement. Quand on veut mettre de l'ordre, c'est lui, donc c'est lui qui veut mettre de l'ordre, devient un problème pour un élément gênant. Bon, moi je trouve que l'application de la loi pose problème lorsqu'il y a eu quelque part où elle devait être appliquée et qu'on fait semblant et on l'applique qu'à un autre cas. Parce que lorsque, comme nous sommes avec vous ici sur ces plateaux, et nous commettons la même infraction qu'elle nous frappe nous tous, moi je trouve que même en étant là où nous serons, en étant jugés, chacun va se sentir que bon, la même infraction que j'ai commise, quand j'ai vu aussi M. Daniel la commettre, il a été reproché de la même chose. Alors il ne faudrait pas que ça soit, quand c'est moi qui commets la même infraction, une infraction, je suis poursuivi, et quand c'est vous, non, vous êtes exempté c'est un peu ça. C'est à ce sens que parfois, il y en a où, parfois nous, populations, nous crions peut-être à l'acharnement. C'est dans cette façon-là, parce qu'elle doit être, comme on dit, bon, la loi ne doit pas être personnalisée, non, elle doit être imposable à tout le monde, je crois. Et ça doit être impersonnel. Ça doit être impersonnel, c'est ça. Lorsqu'elle devient un peu personnelle, lorsqu'elle devient liée à la face, au visage, ou à d'autres approches, politique quelconque, là, ça pose problème. Mais je suis sûr que et la population, et le gouvernement, et le président de la République, nous tous, nous voulons vivre dans une société où la loi doit, la force doit revenir à la loi, ou à l'État, c'est tout, c'est ce que nous voulons. Alors, le gouvernement est là, l'Assemblée, je voudrais qu'on parle un peu de l'opposition. On semble qu'ils sont au repos, mais la population se sent aujourd'hui seule pour évoluer, être un peu très... exigeante par rapport aux actions du gouvernement ou à son plan. Alors, l'opposition congolaise, vous sentez qu'ils sont fatigués apparemment? Vous n'êtes pas dans l'opposition. Je pense que c'est une bonne question. Oui, je voudrais qu'en tant que Congolais... En tant que Congolais, oui, nous allons, parce qu'on ne vit pas quand même aussi, on est sur terre, en RDC. Donc, ce qui se passe, nous le voyons et nous vivons ça. Certes, actuellement, il faut dire vrai, on ne sent pas un peu l'opposition avec, donc, aller, va en poupe, non. On sent quand même une opposition essoufflée. Je ne sais pas, moi, si c'est sur le plan stratégique, où c'est fait... On attend un peu les deux dernières années. Comme nous l'avons toujours vécu dans notre pays, on sait que lorsqu'il y a 2 ans qui restent pour que nous puissions attaquer les élections, et tout le monde prépare ses clics et ses claques pour pour se positionner. Alors là, je pense que
même le gouvernement, même le pouvoir en place a besoin aussi d'une opposition. Mais qui doit être, c'est cette opposition, c'est dans cette société où on sent que là où l'autre a mal ou a bien réfléchi, il peut ou ne pas bien réfléchir. Il y a aussi notre voix discordante qui peut lui faire, qui peut lui rappeler quand même les quelques peut-être lignes qu'il a oubliées. Parce que quand on est chef, des fois, on s'est mis à... Oui. Alors, on n'aimerait pas aussi avoir, lorsqu'on est chef, même nous autres, ici même dans nos maisons, lorsque vous êtes parents et que vous sentez qu'il n'y a aucune proposition qui vient de la femme, à un certain moment, vous promenez comme vous voulez, vous rentrez, la femme ne vous reproche rien. Alors, même vous-même, à un certain moment, ça peut vous gêner. Vous devez vous dire finalement, cette femme elle-même ou quoi. Ouais. Alors, c'est la même chose avec le gouvernement ou l'État ou les pouvoirs. Il y a également les observateurs qui pensent qu'il faudrait que, même à l'Assemblée, qu'on accorde beaucoup plus la parole à l'opposition parce qu'on a besoin d'écouter un peu les côtés. Oui, c'est ça un peu la vivacité de la démocratie. Moi, je pense que l'Assemblée nationale, au-delà de la majorité et de l'opposition, au-delà des chiffres ou du nombre, l'important serait la qualité du débat et la qualité des idées proposées pour l'avancement du pays. Si tout le monde, je pense que ce qui les réunit dans cette Assemblée, c'est d'abord l'intérêt du peuple souverain, ou du peuple que nous sommes. Alors, en étant là-bas, ce n'est pas les idées, il ne faudrait pas qu'on prenne toutes les idées qui viennent de l'opposition comme si elles n'étaient pas importantes. Non, non. Il faut toujours, lorsque nous voulons construire un État moderne et une nation forte, je pense que la participation de tout le monde, d'où qu'ils viennent, elle est si importante, surtout si elle a sa valeur et elle a peut-être sa place d'être. Si cela contribue, il doit contribuer à l'avancement des choses. Moi, je ne vois pas en quoi ça serait mal de voir l'opposition proposer, contredire, s'opposer. Ça serait toujours aussi une bonne chose pour peut-être booster aussi la capacité du pouvoir en place à donner les meilleurs d'eux-mêmes et le gouvernement. Et ça sera toujours pour... Et tout cela va profiter toujours à la République démocratique du Congo pour l'avancement un peu des choses. Petit à petit, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on parle un peu de cette question pour ou contre la révision ou changement de la Constitution, parce que selon le pouvoir en place, c'est parmi les difficultés rencontrées pour un développement intégral ou durable du pays. Bon, c'est un débat, oui, c'est un débat, on entend ça, mais je suis peut-être mal placé pour en tirer des conclusions. Pourquoi? Parce que oui, je suis congolais. Est-ce que vous êtes conscient qu'aujourd'hui, si on met les débats ont été lancés par les présidents de la République, c'est à la jeunesse d'accompagner l'idée. Oui, le président de la République, en le disant, moi je pense que ça a été donné juste comme une idée. Et cela n'arriverait pas à être un combat. Mais c'est vous qui serez manipulés, vous les jeunes, nous les jeunes. Est-ce qu'on est prédisposé à être prêt pour dire... Ça dépend du mobile de la révision de la Constitution. Parce qu'en soi, la Constitution... Changement ou révision, oui. La Constitution elle-même, je pense, sans faire du juridisme, parce que je ne suis pas juriste, la Constitution elle-même, elle prévoit aussi sa révision ou sa modification. Avec tout ce qu'il y a comme procédure. Avec tout ce qu'il y a comme procédure. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit, ça dépend du motif pour lequel on veut toucher à la Constitution. Si ce n'est pas de motif que la Constitution elle-même trouve fâcheux, je ne vois pas en quoi ça serait mal. Ça serait mal lorsque ça devient un peu suspicieux ou peut-être fait à dessein. Là, je trouve que ce qui ne sera pas bon. Et sachant que le président de la République, c'est un produit venu de l'opposition et il s'est longuement battu pour qu'il y ait respect de la Constitution. Et je pense que il serait toujours le premier à la défendre. Parlons un peu de vous. En quoi vous voulez contribuer au développement de la République en dehors de tout ce que vous faites comme... vous êtes dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez des ambitions sûrement politiques que vous voulez peut-être apporter un plus dans quel secteur par exemple? Oui,
Nous sommes jeunes, certes. D'abord, nous avons peut-être toujours une idée ou un mot à dire pour ce qui est du développement de notre pays, bien que nous ne le faisons pas toujours au vu ou peut-être devant nos caméras ou quoi que ce soit. Moi, je pense que même dans ce que nous faisons, dans nos petites activités, si nous sommes capables de nourrir quand même quelques familles, à nourrir 5, 7, 8 personnes déjà aussi, nous contribuons quand même tant soit peu au développement de notre pays. Les ambitions ne peuvent pas manquer, nous sommes jeunes, et je pense qu'elles doivent quand même être mesurées. Le mal serait d'avoir des ambitions politiques démesurées et pour ne pas peut-être se tromper de chemin. Mais nous restons humbles et avec toute humilité. Nous faisons notre part et laissons le temps au temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire que vous n'avez pas dit jusqu'ici parce que nous sommes à la fin? Un mot peut-être à la population, aux Katangaises, au gouvernement, à nos frères de Goma. Je continuerai toujours un peu à compatir avec nos frères excusez qui sont à Goma, à l'Est et dans son ensemble, mais surtout à nos jeunes dans les Haut-Katanga. Je pense que ces derniers temps, ce n'est pas facile pour les jeunes qui gardent la longue chevelure. Et même vous qui êtes là, je crois que si vous étiez à Lubumbashi, sûrement vous serez déjà Kanyamakasis. Je pense que c'est les mobiles, les motifs qui poussent le service national a amené les badauds ou les criminels ou ceux-là qui sont en train de perturber la quiétude dans les villes. Ce n'est pas une mauvaise chose s'il faut le dire. Mais le problème c'est qu'il y a toujours parfois parmi les agents de sécurité quelques agents qui peuvent toujours être mal intentionnés qui font de cette occasion-là une possibilité aussi de soutirer et soit ceux qui abusent. Et actuellement, nous ne pouvons pas juger quelqu'un par rapport à sa longue chevelure qu'il est délinquant. Peut-être il y a des délinquants qu'on laisse dans la ville de Lubumbashi en train d'être emballés par-ci par-là. Si vous arrivez au niveau des eaux, il y a des délinquants. Vous arrivez au niveau aux environs de la poste à Lubumbashi, partout au tunnel, tout ça, il y a des endroits qui sont connus, il y a des délinquants. Ce serait mieux un peu de prendre ces jeunes-là, peut-être pour l'objectif de Kanyamaka. Là, ça serait productif. Au lieu de perturber la quiétude, mais produire le maïs, ça serait mieux. Mais que de tomber sur n'importe qui, et tout jeune qui garderait sa chevelure, qu'il soit élève ou qu'il soit débrouillard, même s'il a sa famille, que cela devienne comme peut-être, je dirais, un critère de recrutement ou d'enrôlement des jeunes pour aller à Kanyamaka. Garder sa longue chevelure devient un problème. Ça, en tout cas, étant jeune du Haut-Katanga, je pense que nous demandons à nos autorités, en tout cas, de toujours avoir l'œil et de veiller surtout sur certains agents ou certaines personnes qui profiteraient de cette occasion pour chercher à saboter ou à ternir l'image de l'opération du service national. Oui. Mais dans la pratique maintenant. Oui, l'opération en soi, elle est salutaire. Nous voyons tous, c'est quand même le maïs et tout ce qui s'est produit à Kanyamaka. Moi, je suis tout le temps les réseaux sociaux, je suis tout le temps un peu sur mon téléphone. Et ce sont des actions louables. D'ailleurs, c'est ici l'occasion de féliciter le général Kassonga du service national. Mais ils doivent toujours, même peut-être lui et toute son équipe, et même les autorités qui doivent l'accompagner en province ou dans des milieux où il doit faire cette opération, ils doivent veiller plus à ça, qu'il n'y ait pas de dérapage et chercher à tomber sur tout le monde au nom de soi-disant l'opération Kanyamaka, comme on le vit actuellement dans le Haut-Katanga. Merci beaucoup, monsieur Jérôme Numbi Kabange. Ce n'est pas la première fois que je vous reçois dans BZ. Nous avons eu à enregistrer une émission avec vous à Lubumbashi. J'ai profité de votre passage à Kinshasa et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Merci, ça ne sera pas la dernière fois comme vous le dites. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon séjour à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ces magazines. Le plaisir était pour moi d'être le présentateur. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.